Des photographies, des catalogues, des mesures précises, pas des théories, pas des légendes, pas du folklore, des photographies. Quand j'ai commencé à étudier le géant de Lille, je ne cherchais pas de preuves d'une histoire effacée. Je recherchais des accidents de construction du métro de Lille. Mais j'ai trouvé l'entrée de catalogue numéro 4782-M du Muséum d'histoire naturelle de Lille, datée du 14 octobre 1902. Reste squelettique. Taille mesurée, 2,7 mètres. Pas 2 mètres. Pas 2,2 mètres. 2,7 mètres. Ça fait 8 pieds 10 pouces. Pas primitif. Pas malade. Pas déformé. Parfaitement proportionné. Une morphologie humaine agrandie de 30%. Lille, 1902. Grenoble, 1895. Montpellier, 1890. Lyon, 1888. Toutes des constructions de métro. Tous des restes géants. Tous disparus. Je m'attendais à une anomalie médicale. J'ai trouvé un pattern. Une architecture construite pour quelque chose d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Et puis ça a disparu. Octobre 1902, métro de Lille. Excavation rue Faidherbe. Les ouvriers ont heurté quelque chose qui n'était pas de la terre. Une chambre scellée avec des blocs de calcaire ajustés précisément sans mortier, excavée à 4,8 mètres sous le niveau de la rue. Pas un sous-sol, pas une sépulture, pas une tombe, pas une crypte. Une chambre. Objectif inconnu. La photographie d'excavation originale existe dans les archives municipales de Lille. Elle montre les restes squelettiques in situ. Un ouvrier pour l'échelle. Les dimensions de la chambre marquées. La hauteur du plafond, 3,2 mètres. Selon les registres officiels, date de construction, période médiévale, 1200 à 1400. Les structures médiévales avaient des hauteurs de plafond moyennes de 2,1 mètres. Cette chambre nécessitait 52% de matériel en plus une sophistication de calcul structurel indisponible à cette période. Impossible. Pourquoi construire une chambre de 3,2 mètres de haut? Pourquoi la sceller sans mortier? Pourquoi excaver à 4,8 mètres de profondeur dans le Lille médiéval? Pourquoi utiliser des blocs de calcaire ajustés précisément? À moins que celui qui l'a construite avait besoin de cette hauteur. Le registre d'acquisition du musée montre l'entrée. Les documents de transfert existent. Les registres d'exposition existent jusqu'en 1914. Puis, rien. Pas de documents de déclassement. Pas de notation de transfert. Juste l'absence. Les proportions de la chambre correspondent aux standards architecturaux tartariens. Ratio hauteur-largeur de 1 à 1,6, le nombre d'or. Propriété de résonance acoustique, un canal d'eau souterrain détecté sous le plancher. Le squelette a été catalogué, photographié, mesuré par 3 anatomistes séparés. Et puis, en 1920, quelqu'un a décidé qu'il n'existait pas. Lille, 1902. Squelette, 2,7 mètres. Excavation du métro de Grenoble, 1895. Reste squelettique, 2,65 mètres. Expansion des égouts de Montpellier, 1890. Reste squelettique, 2,8 mètres. Place souterraine de Lyon, 1888. Squelette multiple, gamme de 2,6 à 2,9 mètres. Extension du port de Marseille, 1883. Reste squelettique, 2,75 mètres. Fondation de la gare de Bordeaux, 1886. Reste squelettique, 2,7 mètres. Travaux hydrauliques de Toulouse, 1891. Reste squelettique, 2,68 mètres. Réparation des fortifications de Strasbourg, 1897. Reste squelettique, 2,72 mètres. Pas une ville, pas deux. 7 cas documentés. Même décennie, 1883 à 1902. Même proportion, gamme de 2,6 à 2,9 mètres. Même contexte de découverte, construction souterraine. Le Muséum d'histoire naturelle de Lille a les registres. La Société archéologique de Grenoble a la documentation.
Les archives départementales de l'Hérault ont les rapports d'excavation. Le musée des Confluences de Lyon a les spécimens catalogués anciennement. Tout documenté, tout catalogué, tout disparu après 1920. Pas des accidents, pas des omissions, une politique. Pourquoi ? Parlons des portes maintenant. Spécifiquement, des portes de station du métro de Lille. Les plans de construction originaux de 1902 montrent des portes d'entrée mesurant 3,8 mètres de hauteur, 1,2 mètres de largeur. Toujours debout aujourd'hui. Je m'attendais à trouver une explication pratique. Peut-être un choix esthétique de l'époque, mais les mesures ne mentent pas. Ces portes suivent des spécifications fonctionnelles précises, pas décoratifs, pas cérémoniales, pas un choix esthétique, une spécification fonctionnelle. Le ratio hauteur-largeur de 3,16 à 1 crée une instabilité structurelle sans renforcement en acier moderne. La construction de 1902 utilisait de la fonte. L'analyse d'ingénierie montre que ces portes auraient dû s'effondrer sous leur propre poids dans les 5 ans. Elles tiennent depuis 122 ans. Les cadres ont 90 cm d'épaisseur. Ça n'a aucun sens pour des humains modernes. La charge structurelle est 3 fois supérieure aux normes humaines moyennes. Pourquoi construire des portes de 3,8 mètres ? Pourquoi gaspiller du matériel sur des cadres de 90 cm d'épaisseur ? Pourquoi ingénierer pour des charges de poids triples de la moyenne humaine ? Pourquoi concevoir pour des habitants qui officiellement n'ont jamais existé ? À moins qu'ils aient existé. Les spécifications originales de l'architecte, déposées aux archives municipales de Lille, accessibles jusqu'en 1967, puis scellées sous classification de sensibilité structurelle. Demande refusée. Aucune explication donnée. Les proportions des portes correspondent exactement aux structures tartariennes à travers l'Eurasie. Kazan, porte de 3,7 mètres. Tomsk, porte de 3,9 mètres. Samara, porte de 3,8 mètres. Ratio identique. Impossibilité d'ingénierie identique. Les portes existent. Vous pouvez les mesurer vous-même. Vous ne pouvez juste pas accéder à la documentation expliquant pourquoi elles ont été construites ainsi. Pas juste la France, l'Europe. Construction du U-Bahn de Berlin, 1899. Reste squelettique, 2,71 mètres. Excavation du métro de Vienne, 1894. Reste squelettique, 2,83 mètres. Fondation du métro de Bruxelles, 1903. Reste squelettique, 2,68 mètres. Dragage des canaux d'Amsterdam, 1891. Reste squelettique, 2,75 mètres. Expansion du port de Copenhague, 1888. Reste squelettique, 2,77 mètres. Tunnel ferroviaire de Stockholm, 1896. Reste squelettique, 2,69 mètres. Infrastructure urbaine d'Oslo, 1901. Reste squelettique, 2,74 mètres. Extension de l'Underground de Londres, 1897. Reste squelettique, 2,8 mètres. Bethnal Green. 8 capitales, même période, 1888 à 1903. Même proportion. Gamme de 2,68 à 2,83 mètres. Même chambre. Hauteur de plafond de 3,0 à 3,4 mètres. Même porte. Hauteur de 3,5 à 4,0 mètres. Le Naturhistorisches Museum de Vienne a les registres. Le Musée royal de l'Afrique centrale de Bruxelles a la documentation. Le Rijksmuseum d'Amsterdam a les notes d'excavation. Le National Museet de Copenhague a les entrées de catalogue. Le Naturhistoriska Riksmuseet de Stockholm avait les spécimens, anciennement. Le Natural History Museum de Londres a le rapport de Bethnal Green. Tout documenté, tout accessible avant 1925, tout scellé ou perdu après 1925. Pas perdu, pas endommagé, pas volé, retiré, délibérément, simultanément, même année, 1925, à travers l'Europe,
une politique. Qui coordonne 17 musées? Qui a l'autorité sur 8 pays? À moins qu'une directive centralisée. Et cela nous amène à ce qui s'est passé en 1925. Une suppression coordonnée qui traverse les institutions européennes. Un effacement simultané qui défie toute explication conventionnelle. Et c'est exactement là où la section suivante commence. 1925 a tout changé. Pas graduellement, pas discrètement. Entre le 12 janvier et le 8 novembre 1925, 17 musées européens ont simultanément retiré les expositions de squelettes géants de l'exposition publique. Politique coordonnée. Les pages de catalogue de musées montrent des entrées barrées datées de 1925. Les mémorandums internes, là où disponibles, référencent une réorganisation de collections. Les photographies des vitrines vides existent dans les archives de 1926. Une déclassification coordonnée à travers 17 musées indépendants dans 8 pays. Sans annonce publique, sans documentation de transfert, sans explication. Les musées ne fonctionnent pas ainsi. Ça nécessite une directive centralisée. Qui coordonne 17 musées? Qui a l'autorité sur 8 pays? Qui décide ce que le public peut voir? Qui bénéficie de cet effacement? Pourquoi 1925 spécifiquement? Les communications internes entre musées, absentes. Les documents de déclassification, absents. Les reçus de transfert, absents. Les registres de localisation de stockage, absents. Ce qui existe, des amendements de catalogue d'une seule ligne. Retirés de l'exposition, 1925. Muséum national d'histoire naturelle, Paris. Natuurhistorisches Museum, Wien. Musée royal, Brussels. Rijksmuseum, Amsterdam. Nationalmuseet, Copenhagen. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. Natural History Museum, London. British Museum. Pitt Rivers Museum, Oxford. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Museo Civico di Storia Naturale, Milan. Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt. Museum für Naturkunde, Berlin. National Museum, Prague. Hungarian Natural History Museum, Budapest. Swiss National Museum, Zurich. National Museum of Natural History, Luxembourg. 17 institutions, 8 mois, même action. 1925 marque 7 ans après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles finalisé. Nouvelles frontières établies. Anciens empires dissous. Le territoire tartarien complètement redistribué et renommé. Le retrait des preuves coïncide avec la révision historique territoriale. Comme si quelqu'un avait décidé, cette histoire se termine ici. Et 17 musées ont accepté. Ils ont pris les squelettes. Ils ne pouvaient pas prendre les bâtiments. À travers les villes européennes, l'infrastructure de la période de construction 1880 à 1905 contient des caractéristiques architecturales systématiquement surdimensionnées, en moyenne 35 à 45% plus grandes que les standards ergonomiques humains. Toujours debout. Les séries de comparaisons photographiques le montrent clairement. Station de métro moderne versus station 1880 à 1905. Comparaison de hauteur de porte. Mesure de hauteur de marche d'escalier. Documentation de hauteur de plafond. Pas une licence artistique, pas une mode architecturale, pas une préférence culturelle. Une spécification d'ingénierie. Les contre-marches d'escalier dans les stations de métro de Lille, 28 à 32 cm de hauteur. Standard, 17 à 20 cm. Ça crée 60% de dépenses énergétiques augmentées par montée. Les manuels d'ingénierie classifient les contre-marches supérieures à 25 cm comme prohibitivement inefficaces. Pourtant, elles ont été délibérément construites à 28 à 32 cm à travers plusieurs stations. Impossible. Pourquoi construire des escaliers qui épuisent les humains modernes? Pourquoi concevoir des plafonds qui gaspillent les coûts de chauffage? Pourquoi créer une inefficacité architecturale systématique? À moins que les architectes savaient quelque chose que nous avons oublié.
les comités de révision architecturale de 1880 à 1905, les procès-verbaux de réunion existent. Mais les justifications pour les spécifications surdimensionnées sont manifestement absentes. Aucun ingénieur n'explique pourquoi. Aucun architecte ne défend le choix. Les spécifications apparaissent simplement sans rationale. Les proportions architecturales identiques apparaissent dans les structures à travers les anciens territoires tartariens. Gare de Kazan, contre-marche de 32 cm. Opéra de Tomsk, porte de 3,9 mètres. Cathédrale orthodoxe de Samara, hauteur de plafond de 3,4 mètres dans les sous-sols. Pas une coïncidence, un standard. L'architecture raconte une histoire qui contredit le récit historique. Et le récit historique n'a aucune explication pour l'architecture. Abordons l'objection évidente maintenant. Gigantisme, trouble pituitaire. Les cas modernes de gigantisme montrent des déformations squelettiques caractéristiques. Mâchoire élargie, longueur de membres disproportionnée, courbure spinale, détérioration articulaire à l'âge de 30 ans. Le squelette de l'île n'en montrait aucune. Les rapports d'examen médical de 1902 à 1914 existent dans les sources secondaires. Les graphiques de comparaison entre la structure squelettique du gigantisme pathologique et la structure squelettique géante proportionnée montrent des différences claires. Pas malade, pas déformé, pas pathologique, proportionné, sain, normal pour sa taille. Le gigantisme pathologique, l'acromégalie, produit une réduction de densité osseuse, menant à une défaillance structurelle. Les cas modernes vivent rarement après 40 ans. L'analyse squelettique du spécimen de l'île, documentée dans le rapport de la Société archéologique française de 1902, montrait densité osseuse cohérente avec un mâle adulte sain, aucune déformité, mise à l'échelle proportionnée. Ça contredit le diagnostic de gigantisme. Pourtant, ce diagnostic est devenu l'explication officielle après 1925. Pourquoi 3 anatomistes en 1902 ont-ils noté mise à l'échelle proportionnée? Pourquoi la rétrospective de 1925 l'a-t-elle classifié comme pathologique? Pourquoi le diagnostic a-t-il changé après la disparition du spécimen? Pourquoi l'établissement médical préfère-t-il un géant malade à une population de géants sains? Les rapports anatomiques originaux de l'examen de 1902, cités dans les sources secondaires, jamais reproduits photographiquement, perdus des archives de la Société archéologique. Seuls les résumés post-1925 restent, qui introduisent le diagnostic de gigantisme absent des rapports originaux. L'Académie nationale de médecine, la Société anatomique de Paris, la British Medical Association, la Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Tous ont émis des déclarations après 1925 classifiant les restes géants historiques comme cas pathologiques. Aucun n'a examiné de spécimens. Les spécimens ne sont plus disponibles pour examen. Si la civilisation tartarienne représentait un phénotype humain distinct ou une lignée génétique, les preuves doivent être recadrées comme maladie, pour prévenir la considération d'une morphologie humaine alternative. Ils ont changé le diagnostic après avoir détruit les preuves. Pratique. Pas juste l'Europe, l'Amérique. Excavation du métro de New York, 1904. Reste squelettique, 2,74 mètres. Tunnel de Brooklyn. Construction du L de Chicago, 1897. Reste squelettique, 2,69 mètres. State Street. Creusement du métro de Boston, 1895. Reste squelettique, 2,81 mètres. Park Street. Souterrain de Philadelphie, 1905. Reste squelettique, 2,77 mètres. City Hall. Tunnel de téléphérique de San Francisco, 1892. Reste squelettique, 2,73 mètres. Powell Street. Préparation du métro de Washington, D.C., 1901. Reste squelettique, 2,68 mètres. Georgetown. Dragage du port de Baltimore, 1899. Reste squelettique, 2,76 mètres.
Inner Harbor. Coupe ferroviaire de Pittsburgh, 1903. Reste squelettique, 2,79 mètres. Smithfield Street, 8 villes, même période. 1892 à 1905, même proportion. Gamme de 2,68 à 2,81 mètres. Même chambre. Hauteur de plafond de 3,1 à 3,5 mètres. Même pattern de documentation. L'American Museum of Natural History de New York, le Film Museum de Chicago, le Peabody Museum de Harvard, l'Academy of Natural Sciences de Philadelphie, la California Academy of Sciences, la Smithsonian Institution, le Carnegie Museum de Pittsburgh, la Maryland Historical Society. Tous ont reçu des spécimens, tous catalogués avant 1925, tous perdus ou reclassifiés après 1925. Pas une perte graduelle, un retrait coordonné. Même année, même politique, même effacement. L'océan Atlantique n'a pas arrêté ça. Qui coordonne la politique à travers les continents? Qui synchronise les institutions américaines et européennes? Pourquoi la même année 1925 marque l'effacement simultané? Et cela nous amène à la question que nous ne pouvons plus éviter. Une reconnaissance de patterns qui transcende la géographie. Un système intégré qui suggère non pas une invention indépendante, mais une technologie héritée. Et c'est exactement là où la section suivante commence. Moment de reconnaissance de pattern. Regardez l'infrastructure maintenant. Chaque emplacement où des restes géants ont été trouvés partage des caractéristiques architecturales identiques. Canaux d'eau souterrains, disposition géométrique de chambres, propriétés de résonance acoustique, système de pression hydraulique. Pas une coïncidence, un design. Les diagrammes d'infrastructures souterraines existent, montrant les réseaux de canaux d'eau sous les systèmes de métro de Lille, Paris, Berlin, Londres. L'analyse acoustique montrant les fréquences de résonance. Les superpositions géométriques montrant les proportions du nombre d'or. Pas des systèmes séparés, pas des inventions indépendantes, pas un développement parallèle, un réseau intégré. Les systèmes de pression hydraulique détectés sous l'infrastructure 1880 à 1905 nécessitent une compréhension de la dynamique des fluides. Pas formalisées avant les années 1920, les applications du principe de Bernoulli. Pourtant, ces systèmes ont été construits des décennies plus tôt, avec une précision que les ingénieurs modernes ont du mal à reproduire. Impossible. Comment les ingénieurs des années 1890 ont-ils calculé les différentiels de pression hydraulique? Comment ont-ils atteint l'accordage de résonance acoustique sans équipement moderne? Comment ont-ils implémenté la géométrie du nombre d'or sur des kilomètres? Comment ont-ils intégré l'eau, le son et la pression comme système unifié? À moins qu'ils ne l'aient pas inventé. Ils l'ont hérité. Les spécifications d'ingénierie pour les systèmes hydrauliques absentes des archives municipales. Les calculs de design acoustique, absents. Les documents de planification géométrique, absents. Ce qui existe, les registres de construction montrant les ouvriers suivant les canaux existants et réparant les conduits anciens. C'est la technologie tartarienne. La conductance de l'eau, pas le pompage. L'amplification acoustique, pas l'amortissement. L'harmonie géométrique, pas un design arbitraire. Une civilisation qui construisait des structures comme des machines. Des bâtiments qui généraient, pas qui consommaient. L'architecture fonctionnant comme technologie, c'était le système. Nous l'avons hérité sans le comprendre. Nous n'avons pas inventé l'infrastructure moderne. Nous avons dégradé l'infrastructure ancienne et l'avons appelée progrès. Parlons des chambres scellées maintenant, spécifiquement celles qui n'ont pas ouvertes. Les registres municipaux de Paris, Londres, Berlin et New York référencent au moins 47 chambres rencontrées pendant la construction qui ont été immédiatement scellées avec du béton plutôt qu'excavées. Toujours scellées aujourd'hui. Les rapports de construction mentionnent les chambres scellées. Les images modernes de radars à pénétration de sol montrant des vides sous l'infrastructure. Les ordres municipaux dirigeant le scellement immédiat. Pas protégés pour l'archéologie, pas préservés pour l'étude, pas documentés pour l'histoire.
scellé, définitivement, immédiatement. Le protocole archéologique dicte la documentation avant la perturbation. Pourtant, les registres de construction montrent chambre détectée, flèche, scellée, dans les 24 à 48 heures, flèche. Pas d'excavation, pas de photographie, pas de retrait d'artefacts. Ça viole tous les standards archéologiques. C'est une suppression délibérée. Pourquoi sceller les chambres sans examiner le contenu? Pourquoi bétonner des découvertes historiques potentielles? Pourquoi refuser l'investigation archéologique? Pourquoi prioriser la suppression sur la connaissance? De quoi avait-il peur que nous trouvions? Les rapports d'évaluation archéologique devraient exister pour chaque découverte de chambre. Aucun n'existe. L'autorisation de scellement devrait nécessiter l'approbation institutionnelle. Approbation absente. Ce qui existe, les notes de contremaître de construction, selon directive scellées immédiatement. La Direction des Affaires culturelles de Paris, le Museum of London Archaeology, le Landesdenkmalamt de Berlin, la New York City Landmarks Preservation Commission. Tous devraient avoir des registres de découverte de chambres. Tous prétendent qu'aucun tel registre n'existe. Tous invoquent l'explication d'opportunité de construction. Si les chambres contenaient des preuves de civilisation tartarienne, sophistication architecturale, artefacts technologiques, mobilier à échelle proportionnelle, ces preuves doivent rester cachées. Pour maintenir le récit historique de construction primitive du XVIIIe siècle, 47 chambres scellées, 47 opportunités d'examiner les preuves, 47 refus délibérés. Ce n'est pas de l'archéologie, c'est une dissimulation. Abordons maintenant la Tartarie directement. Le nom lui-même. Les cartes européennes de 1705 à 1820 étiquettent constamment un vaste territoire à travers l'Eurasie comme Tartarie ou Grand Tartarie, apparaissant sur des publications cartographiques officielles des sociétés géographiques néerlandaises, françaises, britanniques et allemandes. Puis ça disparaît. La comparaison de cartes côte à côte le montre clairement. La carte d'Anville de 1754 montrant la Tartarie étiquetée. La carte de 1860 montrant le même territoire avec de nouveaux noms régionaux. Sibérie, Turkestan, Mongolie. Aucune mention de Tartarie. Pas conquise, pas renommée, pas absorbée, effacée. Des cartes, de l'histoire, de la mémoire collective. Les territoires ne disparaissent pas des cartes sans événements géopolitiques. Les guerres créent de nouvelles frontières, les traités créent de nouveaux noms. Pourtant, le retrait de la Tartarie de la cartographie ne corrèle avec aucune guerre documentée, aucun traité, aucune restructuration géopolitique. Ça disparaît simplement entre 1820 à 1850. Qu'est-il arrivé à la Tartarie? Où est allée la population? Où est allée la civilisation? Pourquoi aucun manuel d'histoire ne mentionne sa disparition? À moins que reconnaître la Tartarie signifie reconnaître que nous avons hérité leur monde. La justification cartographique pour retirer l'étiquette Tartarie, absente des registres de sociétés géographiques. La directive politique pour le changement de nom, absente des archives gouvernementales. L'explication historique, aucune fournie dans aucune source contemporaine. La Société de géographie de Paris, la Royal Geographic Society de Londres, la Gesellschaft für Erdkunde de Berlin, l'American Geographical Society. Toutes ont publié des cartes avec Tartarie avant 1820. Toutes ont publié des cartes sans Tartarie après 1850. Aucune n'a publié d'explication pour le changement. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. J'ai continué à trouver les mêmes patterns. Des canaux d'eau sous chaque structure, une précision géométrique dans chaque disposition, une résonance acoustique dans chaque chambre, des réseaux hydrauliques connectant tout. Pas des systèmes séparés, un design intégré.
Les cartes des années 1700 avaient un nom pour ça, ou au moins le territoire où ces structures se concentraient. Ils l'appelaient Tartarie. Pas de la mythologie, pas une légende, une région réelle étiquetée sur les cartes européennes officielles. Et puis, vers les années 1800, elle a disparu. Pas conquise, pas renommée, effacée. La Tartarie n'était pas juste un endroit, c'était un système. Une civilisation qui construisait des structures qui étaient aussi des machines. Des bâtiments qui généraient, pas qui consommaient. Une architecture qui s'harmonisait avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre. Les preuves pointent vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des châteaux français, ce n'étaient pas des palais russes, ce n'étaient pas des inventions européennes. C'étaient des structures tartariennes, construites par une civilisation qui comprenait des principes que nous avons seulement récemment commencé à redécouvrir. Et dans les années 1800, quand nous les avons hérités, nous avons fait ce que toute culture fait quand elle trouve une technologie qu'elle ne comprend pas. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons antidaté la construction. Nous avons effacé les bâtisseurs. Et nous nous sommes assurés que personne ne pourrait prouver le contraire. Ils ont effacé la civilisation des cartes. Ils ont effacé les preuves des musées. Ils ont scellé les chambres qui contenaient la preuve. Ce n'est pas un accident historique. C'est une suppression systématique. Aujourd'hui, même suppression. Paris, 2015. Un chercheur demande l'accès au registre d'excavation de Lille de 1902. Archives nationales, documents détruits lors du bombardement de 1944. Berlin, 2017. Une équipe archéologique demande une étude radar à pénétration de sol d'une chambre scellée sous Alexanderplatz. Refusé. Sensibilité d'infrastructure. Londres, 2019. Un chercheur de musée demande l'accès au rapport de Bethnal Green de 1897. British Museum. En cours de numérisation, indisponible. Vienne, 2018. Un académique demande un permis d'excavation de chambres scellées. Bureau fédéral autrichien des monuments. Refusé. Aucune explication. New York, 2016. Un archéologue municipal propose une investigation de chambres sous Brooklyn. Demande refusée. Risque structurel. Stockholm, 2020. Un chercheur demande l'accès au registre de spécimens squelettiques de 1896. Naturhistoriska Riksmuseet. Registre perdu dans la réorganisation des archives. Amsterdam, 2021. Une équipe universitaire propose l'excavation d'une section scellée. Municipalité, refusée. Contraintes budgétaires. 7 demandes, 7 pays, 7 refus. Même décennie, 2015 à 2021. Mêmes obstacles. Accès refusé, registre perdu, permis rejeté. Même pattern, les Archives nationales de France, la Stiftung Stadtmuseum de Berlin, le British Museum, le Bundesdenkmalamt d'Autriche, le New York City Department of Records, le Naturhistoriska Riksmuseet de Stockholm, la Gemeente d'Amsterdam. Tous gardiens, tous obstruants, tous maintenant la suppression au XXIe siècle. La dissimulation continue. Et cela nous amène à la question que nous ne pouvons plus éviter. Une synthèse des preuves qui pointent vers des implications civilisationnelles. Un effacement qui s'étend sur 150 ans. Et c'est exactement là où la section suivante commence. Disons-le clairement maintenant. Pas d'ambiguïté, pas d'hésitation. Les preuves indiquent que l'infrastructure européenne et américaine de 1880 à 1905 représente une technologie tartarienne héritée, pas une technologie inventée, construite pour des habitants 35 à 40% plus grands que les humains modernes. Nous avons trouvé les bâtisseurs, nous les avons effacés. Le montage d'écran divisé le montre, portes surdimensionnées, chambres scellées, registres squelettiques manquants. La Tartarie retirée des cartes, tout interconnecté. Pas avancement,
pas progrès, pas innovation. Héritage, régression, tromperie. Le récit officiel nécessite la croyance en une sophistication d'ingénierie spontanée dans les années 1880 atteignant ce que les ingénieurs modernes ont du mal à reproduire. Des spécifications surdimensionnées identiques à travers les continents sans communication. Le retrait simultané de preuves de musées à travers 17 institutions sans coordination. L'effacement cartographique sans cause géopolitique. Croire le récit officiel nécessite d'accepter plus d'impossibilités que de le questionner. Qu'est-ce qui reste enterré sous nos villes? Qu'est-ce qui a été retiré des musées? Qu'est-ce qui a disparu des cartes? Qu'est-ce que nous avons hérité et revendiqué comme invention? Qu'est-ce qu'on ne nous permet pas d'examiner? Le registre complet de ce qui manque constitue une preuve en soi. Spécimens squelettiques retirés. Contenu de chambre scellé. Rapports archéologiques perdus. Explications cartographiques absentes. Spécifications d'ingénierie indisponibles. Ce n'est pas de la négligence, c'est une politique. Chaque musée qui a retiré des spécimens géants, chaque archive qui a scellé les registres de construction, chaque gouvernement qui a refusé les permis d'excavation, chaque société géographique qui a effacé la Tartarie, chaque institution académique qui a rejeté les questions. Pas des échecs indépendants. Une suppression coordonnée sur 150 ans. La Tartarie était réelle. La civilisation existait. Les cartes prouvent qu'elle existait. L'architecture prouve qu'ils l'ont construite. Les restes squelettiques prouvent qui ils étaient. Et l'effacement systématique prouve que quelqu'un a décidé que nous ne pouvions pas savoir. Nous vivons dans l'infrastructure tartarienne depuis 150 ans. L'appelant construction du 19e siècle. Nous n'avons pas inventé le monde moderne, nous l'avons hérité. Et nous mentons à ce sujet depuis. Les restes squelettiques géants sous le métro de Lille, disparus. Les chambres scellées sous Paris, toujours scellées. Les preuves architecturales, toujours debout. La documentation, toujours restreinte. Les questions, toujours sans réponse. Les implications, toujours non examinées. Qu'est-ce qui reste enterré? Qu'est-ce qui a été retiré? Qu'est-ce qui a été hérité? Qu'est-ce qu'on ne nous permet pas de questionner? Et qu'est-ce qui disparaîtra ensuite? L'investigation ne se termine pas, elle se multiplie. Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions. Les bâtiments se souviennent, même si nous non.